La remise des diplômes était censée être le moment où tout ferait enfin sens, la preuve que toutes ces heures non rémunérées, ces nuits blanches et ces sacrifices silencieux m'avaient valu un avenir au sein de l'entreprise familiale, mais au lieu de cela. 3 jours après avoir traversé cette estrade, j'ai ouvert une mince chemise cartonnée dans le bureau de mon père et j'ai réalisé que mon avenir avait déjà été cédé, non pas à un acheteur ni à un associé, mais à ma sœur, et quand j'ai affronté mes parents. Mon père a fui mon regard tandis que ma mère ne l'a pas fait, elle m'a regardé avec cette même expression calme qu'elle utilisait pour prendre les décisions finales et a dit « Camille, tu es simplement doué de tes mains, pas de ton cerveau. » Une phrase qui a effacé des années de loyauté en un seul souffle. Alors j'ai arrêté de travailler 60 heures par semaine sans salaire, j'ai arrêté de résoudre les problèmes que personne d'autre ne pouvait régler, et quand mon père a fini par m'appeler, la voix tremblante, me demandant de sauver notre plus gros client, j'ai compris la vérité qu'il n'avait jamais prévue, car il n'avait pas donné l'entreprise à ma sœur, il l'avait donnée parce qu'il pensait que je resterais toujours silencieuse. Je m'appelle Camille Lefebvre et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté était quelque chose qui se méritait. J'ai grandi à l'intérieur de notre atelier familial, non pas comme une visiteuse ni comme une enfant qui passait après l'école pour s'amuser, mais comme une pièce de la machine elle-même. Les bruits du métal qu'on meulait et le bourdonnement des moteurs m'étaient plus familiers que la musique, l'odeur de l'huile s'accrochait à mes vêtements si profondément que même après le lavage. Elle me suivait dans les salles de classe et plus tard dans les résidences universitaires, alors que les autres jeunes parlaient de week-end et de vacances, j'apprenais à repérer les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux. J'apprenais à garder ma bouche fermée et mes mains occupées. À 16 ans, je connaissais le flux de travail mieux que la plupart des adultes sur le plancher, les employés venaient me voir quand les machines calaient ou que les commandes tournaient mal, même quand mon père se tenait à 3 mètres de là, je ne remettais jamais cela en question. Je le prenais comme un signe que j'étais nécessaire, que je comptais. Mon père, Richard Lefebvre, adorait parler d'héritage, il prononçait ce mot souvent comme une promesse, héritage, famille, sacrifice. Il parlait de la chance que nous avions d'avoir quelque chose à nous. Quelque chose bâti à partir de rien. Quand il parlait aux clients, sa voix était ferme et confiante. Quand il me parlait, c'était généralement pour me dire ce qu'il restait à faire. Ma mère, Hélène, était différente, elle ne se souciait pas beaucoup de l'atelier en lui-même. Elle se souciait de l'image qu'il renvoyait à l'extérieur, des lignes épurées, une image de marque forte, les bonnes personnes voyant la bonne version de notre famille. Elle croyait que le succès était fragile et devait être géré avec soin. Avec elle, rien n'était jamais dit directement. Les attentes flottaient dans l'air, tacites mais lourdes, et j'ai vite appris que la décevoir signifiait devenir invisible. Puis il y avait ma sœur cadette, Léa, qui n'avait jamais appartenu à l'atelier comme moi, elle y passait comme une invitée. Elle portait des chaussures propres qui ne prenaient jamais la poussière, ses mains étaient toujours douces, toujours vides. Quand les clients venaient, elle apparaissait sans effort, souriant au bon moment, riant aux bonnes blagues, elle savait comment paraître importante sans jamais se salir. Mes parents la regardaient différemment, avec fierté et anticipation, alors que quand ils me regardaient, il n'y avait aucune anticipation, seulement des suppositions. J'étais celle qui resterait tard, celle qui s'en occuperait, celle qu'on n'avait pas besoin de solliciter. Les week-ends n'étaient pas des jours de repos mais des gardes prolongées, les étés n'étaient pas des vacances mais la preuve que j'apprenais la responsabilité. Chaque fois que je demandais pour un salaire, c'était balayé d'un revers de main, c'est pour la famille, ça te reviendra. Tu construis quelque chose? Alors je suis resté, j'ai travaillé 60 heures par semaine tout en équilibrant mes cours d'ingénieur, j'ai sauté les soirées étudiantes, je me disais que le repos était pour les gens qui s'en souciaient moins que moi, chaque fois qu'un projet réussissait. Mes parents louaient l'entreprise, quand quelque chose allait mal, cela devenait discrètement mon problème à régler. Léa, pendant ce temps, était présentée aux clients comme l'avenir, elle siégeait à des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Elle parlait avec des phrases polies que je reconnaissais chez ma mère. Personne n'a jamais dit que je ne pouvais pas être là, on ne me l'a simplement jamais demandé. Pourtant, j'y croyais, je croyais qu'une fois diplômé, une fois revenu avec mon titre en poche, les choses changeraient. J'imaginais être vu non seulement comme utile, mais comme capable, j'imaginais m'asseoir à la table au lieu de me tenir derrière, j'imaginais que toutes ces années d'endurance silencieuse signifiaient quelque chose, je ne réalisais pas que dans ma famille. Mon rôle avait déjà été décidé et que faire mes preuves n'allait jamais rien y changer. Pendant longtemps, l'obtention de mon diplôme a été ce qui m'a permis de tenir, chaque fois que l'épuisement s'installait. Chaque fois que mes mains me faisaient si mal que je devais m'asseoir dans ma voiture quelques minutes avant de rentrer, je me disais que c'était temporaire. Tiens bon, finis tes études, une fois que j'aurai le diplôme, une fois que je reviendrai avec quelque chose d'officiel. Les choses seraient différentes, elles devraient l'être. Je n'ai pas seulement étudié pour réussir,
j'ai étudié pour réparer ce que j'avais regardé se briser silencieusement pendant des années, j'ai appris les systèmes, la logistique, la planification. Le genre de structure qui empêche les entreprises de s'effondrer sous la pression. En cours, je me surprenais à penser constamment à notre atelier, à tout ce temps perdu à réparer les mêmes problèmes encore et encore. À tous ces retards qui auraient pu être évités si quelqu'un avait pris la peine de prendre du recul, j'ai écrit des mémoires qui auraient pu être des plans pour l'avenir de notre entreprise. Quand la remise des diplômes est arrivée, mes parents étaient au premier rang. Mon père a applaudi bruyamment quand mon nom a été appelé, ma mère a souri pour les photos, Léa m'a serré dans ses bras après en me disant qu'elle était fière, son téléphone déjà incliné pour un selfie, j'ai cru que ce moment comptait. 3 jours plus tard, j'étais de retour à l'atelier. Même sol, même bruit, mêmes attentes, aucune réunion n'était prévue, aucune conversation n'a eu lieu, on ne m'a pas demandé ce que j'avais appris ni ce que je pensais pouvoir améliorer, j'ai repris mon tablier comme d'habitude et je me suis mis au travail. Attendant le changement qui ne venait pas, au lieu de cela, la charge de travail a augmenté, les projets se sont accumulés, les délais se sont resserrés, les semaines de 60 heures sont revenues comme si rien n'avait changé, le paiement était toujours pour plus tard. Quand je proposais des idées, j'avançais de petits ajustements d'abord, faisant attention à ne pas paraître arrogante, mon père hochait la tête et disait qu'on y réfléchirait, ma mère me rappelait que le changement prenait du temps, Léa, quant à elle, commençait à se montrer davantage. Elle ne restait pas longtemps, elle ne travaillait pas dans l'atelier, elle passait vers midi, souriait aux clients, prenait des photos des pièces finies et repartait. Plus tard, je voyais ces photos en ligne avec des légendes vantant sa vision et son leadership. Mes parents partageaient chacune d'entre elles. La première fois que j'ai vraiment réalisé ce qui se passait, c'était lors d'un problème avec un client que j'avais résolu tard un soir, une livraison avait mal tourné et j'étais resté jusqu'à minuit pour tout corriger, le lendemain matin. Mon père a remercié Léa devant toute l'équipe pour avoir si bien géré la situation, je ne l'ai pas corrigé, je me suis dit que c'était une erreur, je me suis dit que la reconnaissance n'était pas importante, je me suis dit d'être patiente. Mais la patience commençait à ressembler moins à une vertu qu'à un piège, les réunions commençaient à se tenir sans moi, rien de dramatique, juste des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, des décisions déjà prises au moment où j'en entendais parler. Des courriels sur lesquels j'étais autrefois en copie arrivaient après coup, si tant est qu'ils arrivent, le nom de Léa apparaissait plus souvent là où le mien ne figurait jamais, je l'ai senti avant de le comprendre, quelque chose basculait tranquillement et délibérément. Et je me tenais au milieu de tout cela, travaillant toujours, donnant toujours, attendant toujours, tandis que l'avenir que je pensais avoir mérité se façonnait sans moi. Au début, j'ai cru que j'imaginais des choses, que peut-être l'épuisement me rendait sensible. Que c'était peut-être à cela que ressemblait la croissance, plus de responsabilités, moins de réconfort, je me disais que les familles ne conspiraient pas contre les leurs, qu'elles n'écartaient pas discrètement quelqu'un après avoir pris tout ce qu'il avait à donner. Mais les signes s'accumulaient, les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce pour reprendre derrière des portes closes, les appels des fournisseurs qui me parvenaient directement étaient soudainement redirigés vers le bureau. Les courriels des clients restaient sans réponse jusqu'à ce que Léa réponde avec des messages soigneusement formulés qui semblaient impressionnants mais ne disaient pas grand-chose. Quand des problèmes surgissaient, ils trouvaient toujours leur chemin jusqu'à moi, mais sans reconnaissance. Sans crédit, sans discussion, j'ai commencé à remarquer à quel point mon nom n'apparaissait plus, c'était dans les petites choses d'abord, des invitations de calendrier qui ne venaient jamais, des discussions stratégiques dont j'entendais parler une fois les décisions finalisées. Des fichiers qui étaient autrefois partagés ouvertement et qui étaient désormais étiquetés internes, personne ne m'a dit que j'étais exclu, je n'étais simplement plus considéré comme nécessaire à inclure. Le soir où tout s'est enfin éclairci, l'atelier était inhabituellement calme. La plupart des gars étaient partis tôt après une grosse livraison et le bourdonnement des machines semblait plus fort dans l'espace vide. Mon père m'avait demandé de récupérer des documents d'assurance avant de partir, quelque chose de routinier que j'avais fait 100 fois. Je savais exactement où il gardait les papiers. En ouvrant le classeur, quelques dossiers ont glissé, l'un d'eux s'est arrêté à mi-chemin, une étiquette dactylographiée propre a attiré mon regard, planification interne, je me suis dit de ne pas regarder, je suis resté là un long moment. La main posée sur le bord du tiroir, le cœur battant plus fort qu'il ne le devrait, je n'espionnais pas, me raisonnais-je, on me faisait déjà confiance pour tout le reste, quoi que ce soit, cela ne pouvait pas être si important, je l'ai ouvert quand même, au début, les mots étaient flous. Mes yeux survolaient la page sans comprendre, de la façon dont on lit quelque chose qu'on n'est pas émotionnellement prêt à traiter, puis certaines phrases ont commencé à ressortir, structure de l'actionnariat, calendrier de transition, réalignement de la direction. Le nom de Léa apparaissait encore et encore, le mien apparaissait une seule fois sous une section intitulée phase de retrait du rôle de soutien, je l'ai relu,
plus lentement cette fois, espérant avoir mal compris, ce n'était pas le cas, ce n'était pas un brouillon, ce n'était pas une possibilité. C'était un plan détaillé, délibéré, déjà en mouvement, des dates, des responsabilités, un avenir tracé avec soin avec moi placé exactement là où il me voulait, utile, silencieux et temporaire, l'air dans la pièce est devenu plus lourd, les néons grésillaient au-dessus de moi. Soudain trop fort, j'ai refermé le dossier et je l'ai remis exactement là où il était, mes mains tremblant malgré mes efforts pour rester calme. C'est là que la vérité s'est enfin installée, je n'étais pas négligé par accident, je n'étais pas sous-évalué par mégarde, j'étais effacé exprès. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis resté éveillé à fixer le plafond, rejouant chaque conversation que j'avais eue avec mes parents, chaque fois qu'ils m'avaient dit d'être patiente, chaque fois qu'ils m'avaient demandé d'aider juste un peu plus longtemps. Tout s'alignait trop parfaitement pour être ignoré. Au matin, quelque chose en moi avait changé, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus calme, de plus pesant, la conviction que si je travaillais assez dur, je serais finalement choisi, avait disparu, le lendemain matin. Je suis retourné au travail comme si de rien n'était, même jean, même bottes, même hochement de tête discret à l'équipe en traversant l'atelier, de l'extérieur, je paraissais exactement la même, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait basculé. L'espoir qui m'avait nourri pendant des années, la croyance que l'endurance serait finalement récompensée, était partie, et sans elle, tout semblait différent, je n'ai pas démissionné, je n'ai affronté personne, je n'ai pas élevé la voix ni fait d'exigence. J'ai simplement arrêté de porter ce qui n'avait jamais été à moi, quand l'horloge a sonné la fin de la journée, j'ai nettoyé mon poste, éteint la lumière au-dessus de mon établi et je suis parti, pas de zèle, pas de vérification de courriel sur mon téléphone durant le trajet. Si un problème surgissait après les heures, je le documentais et le mettais de côté pour le lendemain matin, si une livraison était en retard, je transmettais l'information au lieu de réorganiser tout mon emploi du temps pour le régler moi-même, je n'ai rien saboté. J'ai suivi les règles précisément, au début, personne n'a remarqué, les systèmes que j'avais construits au fil des ans ne se sont pas effondrés immédiatement, ils se sont étirés, ils ont absorbé l'attention comme ils l'avaient toujours fait parce que je les avais conçus ainsi. Mais sans moi pour lisser constamment les angles, de petites inefficacités ont commencé à apparaître, un fournisseur a appelé pour demander des précisions sur des spécifications que je gérais habituellement, j'ai dirigé l'appel vers le bureau. Un client a envoyé un courriel tard un soir avec des questions techniques, j'ai répondu poliment le lendemain matin en mettant la direction en copie au lieu de répondre directement, les réunions sont devenues plus longues, les décisions stagnaient. Je regardais depuis la ligne de touche des problèmes que je résolvais autrefois en quelques minutes se transformer en discussion d'une heure, c'était inconfortable d'en être témoin, c'étaient des gens que je respectais, des ouvriers qui s'étaient tenus à mes côtés pendant des années. La culpabilité s'est glissée en moi pendant les moments de calme, me tentant de reprendre mon ancien rôle pour réparer les choses avant que quiconque n'en ressente l'impact, mais je me suis rappelé le dossier, le plan, le fait que le système avait été construit pour fonctionner sur mon silence. Si je continuais à amortir les conséquences, rien ne changerait jamais, à l'extérieur de l'atelier, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire, un fournisseur avec qui je travaillais depuis des années m'a prise à part lors d'un ramassage de routine. « Tu prévois toujours de rester à long terme ?» a-t-il demandé nonchalamment, quand j'ai hésité, il a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse, « Quoi que tu fasses » a-t-il dit, « tu es compétente », les gens le remarquent. Quelques jours plus tard, un client m'a envoyé un courriel privé. Me remerciant pour un projet récent et me demandant si j'envisagerais un jour de travailler de manière indépendante, je n'ai pas répondu tout de suite, je n'étais pas encore prête, mais pour la première fois depuis mon diplôme. Je me suis autorisé à envisager la possibilité que mon avenir n'avait pas à exister à l'intérieur d'un endroit qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place, et juste au moment où cette pensée s'installait, mon téléphone a sonné, le nom de mon père s'est affiché. Mon père ne m'appelait pas d'habitude directement pendant les heures de travail, alors j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Camille » a-t-il dit dès que j'ai décroché, sa voix était tendue, contrôlée mais forcée, « Nous avons une situation », je me suis appuyé contre ma voiture, le moteur éteint. Regardant la poussière flotter à travers les portes ouvertes de l'atelier, pendant des années, ce son, le faible bourdonnement des machines, le grattement des outils avait été ma maison. Quel genre de situation, ai-je demandé, notre plus gros client a des inquiétudes, a-t-il dit. Il pose des questions techniques, des choses que toi seul gères d'habitude, j'ai attendu, ils ont spécifiquement demandé à te parler, a-t-il ajouté doucement, pendant un moment, je n'ai rien dit, je n'essayais pas de marquer un point. J'écoutais la façon dont sa voix changeait quand il avait besoin de moi, j'écoutais la panique qu'il essayait tant bien que mal de cacher, j'ai tout documenté, ai-je dit finalement, tout est dans le système partagé, il y a eu un silence,
puis un profond soupir, ils ne veulent pas de documents. A dit mon père, ils veulent être rassurés, le mot m'a presque fait rire, je te rappelle, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus, ce soir-là, c'était notre dîner familial habituel, la même maison où j'avais grandi. La même table cirée jusqu'à ce qu'elle reflète les lumières chaudes du plafond, normalement, j'arrivais tôt pour aider, ce soir-là, je suis arrivé pile à l'heure, ma mère, Hélène, disposait les assiettes quand je suis entré, elle a levé les yeux, a souri brièvement. Puis a baissé les yeux à nouveau, ajustant une serviette qui n'en avait pas besoin, ma sœur Léa est arrivée ensuite, parfaitement apprêtée, son téléphone déjà à la main, mon père a suivi, portant une bouteille de vin comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, nous nous sommes assis. Il y a eu des banalités, Léa a mentionné une publication récente qui avait bien marché, ma mère a hoché la tête avec approbation, mon père a commenté la météo, tout cela semblait répété comme une scène qu'ils avaient apprise sans moi. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé une mince chemise cartonnée au centre de la table, personne ne l'a touchée, qu'est-ce que c'est, a demandé mon père, tu sais ce que c'est, ai-je dit, la main de ma mère s'est figée, les yeux de Léa sont passés du dossier à son téléphone. Je l'ai ouvert à la page que j'avais mémorisée et je l'ai fait glisser vers eux, j'ai trouvé ça par hasard, ai-je dit calmement, mais ça explique beaucoup de choses, mon père s'est penché pour lire, sa mâchoire s'est contractée, ma mère n'a pas regardé la page, elle m'a regardé, moi. C'est de la planification d'entreprise, a-t-elle dit calmement, tu n'étais pas censé le voir maintenant, ai-je répété, alors il y avait un moment où vous aviez prévu de me dire que j'étais mise à l'écart, Léa a enfin levé les yeux, tu surréagis, a-t-elle dit, son ton léger. Presque ennuyé, c'est juste une structure qui te donne tout, ai-je dit en me tournant vers elle, et qui ne me donne rien, mon père a ouvert la bouche puis l'a refermée, ma mère a soupiré, un son lourd de déception pratiqué, Camille, a-t-elle dit. Tu as toujours été doué de tes mains, c'est ta force, mais la direction demande un autre type d'esprit, voilà, c'était là, la phrase que j'avais entendue par morceaux toute ma vie, enfin dite sans détour, tu veux dire que je suis utile, ai-je dit lentement, mais pas digne. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a coupé mon père rapidement, c'est exactement ce que vous avez dit, ai-je répondu, juste étalé sur des années, la table est tombée dans le silence, puis le téléphone de mon père a vibré, il a jeté un coup d'œil à l'écran, a froncé les sourcils et s'est levé. Je dois prendre ça, il s'est éloigné, sa voix baissant alors qu'il répondait, j'ai regardé ses épaules se tendre, j'ai regardé la couleur quitter son visage, quand il est revenu, la bouteille de vin oubliée sur le comptoir, son expression était différente, c'est le client, a-t-il dit. Ils ne sont pas à l'aise pour continuer, Léa a ricané, ils bluffent, ils ne bluffent pas, a aboyé mon père avant de se reprendre, il s'est tourné vers moi, ils te demandent, ils ont dit que si tu n'es pas impliqué, ils reconsidèrent leur engagement, j'ai croisé son regard. Je t'ai dit que tout ce dont vous avez besoin est documenté, ils ne veulent pas de documents, a-t-il dit, ils veulent la personne en qui ils ont confiance, ma mère nous regardait, la confusion se lisant sur son visage, qu'est-ce que ça veut dire, ai-je dit doucement. Que la relation était avec moi, pas avec la marque, pas avec l'image, avec moi, Léa a ri d'un ton sec et incrédule, c'est ridicule, ils travaillent avec ceux qui livrent les résultats, ai-je répliqué, qui répond à leurs appels le soir. Qui répare les choses avant qu'elles ne deviennent des problèmes, mon père s'est frotté le front, Camille, nous avons besoin que tu interviennes juste cette fois, l'ironie m'a presque fait sourire, et après que j'aurai réglé ça, ai-je demandé, est-ce que je retourne à ma phase de retrait? On pourra revoir les choses, a-t-il dit faiblement, ma mère s'est penchée en avant, tu es égoïste, ça nous affecte tous, non, ai-je dit calmement, ça affecte le système que vous avez construit, une autre vibration, mon père a vérifié son téléphone à nouveau, sa main tremblait, il se retire. A-t-il dit, avec effet immédiat, Léa s'est levée, c'est impossible, ils ont envoyé le préavis, a-t-il répondu, c'est fini, la pièce semblait plus petite, l'air plus lourd, mon père m'a regardé comme s'il me voyait clairement pour la première fois et bien trop tard, tu pourrais arrêter ça. A-t-il dit, j'ai secoué la tête, non, ai-je répondu, je ne le pourrais pas, plus maintenant, le silence qui a suivi n'était pas bruyant, il était final, je n'ai pas quitté cette maison en colère, cela m'a surprise moi-même, j'ai ramassé le dossier. Je l'ai glissé dans mon sac et je me suis levé lentement, mon père a tendu la main comme s'il voulait m'arrêter, puis a hésité, sa main flottant dans l'air avant de retomber à son côté, personne ne m'a suivi jusqu'à la porte, personne ne s'est excusé, personne n'a essayé d'expliquer. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, le lendemain matin, je ne me suis pas présenté à l'atelier, au lieu de cela, je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet et j'ai noté chaque responsabilité que j'avais discrètement absorbée au fil des ans,
relations clients. Supervision technique, réparation d'urgence, résolution de problèmes après les heures, la liste était plus longue que je ne l'imaginais, l'avoir étalée ainsi à l'encre a serré ma poitrine, non pas de fierté, mais de clarté. À midi, mon téléphone a commencé à sonner, d'abord mon père, puis ma mère. Puis Léa, j'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, quand j'ai fini par répondre, ce n'était pas avec émotion, c'était avec structure, j'ai envoyé un court courriel, professionnel et calme, j'ai expliqué qu'avec effet immédiat, je ne fournirais plus de travail non rémunéré. De conseils informels ou de soutien d'urgence, toute implication future nécessiterait un accord écrit définissant la rémunération, l'autorité et le champ de responsabilité, rien de dramatique, rien de menaçant, juste des limites. Ma mère a répondu la première, elle a dit que j'étais froide. Que je détruisais la famille, que je choisissais l'argent plutôt que la loyauté, je n'ai pas discuté, j'ai transféré sa réponse à mon avocat, car voici la vérité que j'avais évitée pendant des années, la loyauté sans protection n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Et j'avais été exploité pendant longtemps, au cours des jours suivants, les conséquences se sont propagées, les fournisseurs ont commencé à demander des confirmations que personne ne pouvait donner, les clients demandaient des réunions qui ne cessaient d'être reportées. Les courriels internes devenaient plus longs, plus frénétiques, le système que j'avais soutenu en silence ne s'est pas effondré d'un coup, il a calé, a forcé et a commencé à montrer exactement à quel point il dépendait de quelqu'un qu'il refusait de reconnaître. Mon père a rappelé. Cette fois plus calme, plus posé, parlons, a-t-il dit, nous pouvons trouver une solution, nous le pouvons, ai-je acquiescé, par l'intermédiaire de nos avocats, cela a mis fin à l'appel, j'ai fini de documenter tout ce à quoi je m'étais déjà engagé proprement, soigneusement, de manière responsable. Je n'ai pas laissé de chaos derrière moi, j'ai laissé de la clarté, et quand ma passation finale a été terminée, je me suis éloigné sans claquer de porte ni brûler de pont, j'enfermais Justin, pour la première fois depuis mon diplôme, mes journées étaient calmes, déstabilisantes au début. Puis paisibles, j'ai dormi des nuits complètes, j'ai mangé sans vérifier mon téléphone, j'ai senti mes épaules s'abaisser, la tension quittant lentement un corps qui avait été sur le qui-vive pendant des années, je n'ai rien gagné de ma famille. Mais j'ai récupéré quelque chose de bien plus important, mon temps, mon libre arbitre et le droit de décider de ce que je donnerais ou ne donnerais plus gratuitement. Le calme n'a pas duré éternellement, environ une semaine après m'être retiré complètement. Un courriel est arrivé d'un nom que je reconnaissais mais à qui je n'avais jamais parlé en dehors du travail, Laure Bernard, quelqu'un avec qui je n'avais eu que des rapports professionnels, quelqu'un qui avait observé comment je gérais les problèmes sans jamais connaître toute l'histoire derrière. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille, elle n'a pas posé de questions sur les retombées, elle a demandé mes disponibilités, nous nous sommes rencontrés pour un café un mardi matin, pas de bruit d'atelier, pas d'urgence, pas d'attente que je prouve ma loyauté avant d'être prise au sérieux. Elle a écouté pendant que j'expliquais ce que je faisais, comment je réfléchissais, comment j'approchais les systèmes déjà sous tension. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois et a dit quelque chose de si simple que cela m'a presque prise au dépourvu. C'est exactement ce dont nous avons besoin, les termes étaient clairs, un salaire juste, une autorité définie, de vraies limites, pas d'urgence nocturne déguisée en faveur, pas de vagues promesses sur un jour peut-être, tout était écrit, tout était respecté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon calendrier m'appartenait, je ne me réveillais pas avec une boule au ventre, je ne me sentais pas coupable de quitter le travail à l'heure, j'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarquées depuis des années. À quel point les matins pouvaient être silencieux, comment la nourriture avait meilleur goût quand on la mangeait lentement, comment mon corps se sentait quand il n'était pas constamment en train d'anticiper la prochaine crise, mon téléphone sonnait moins souvent, quand il le faisait. Je choisissais de répondre ou non, mes parents me contactaient toujours, leurs messages tournant autour de la vérité sans jamais l'aborder de front, mon père parlait de regrets sans le nommer, ma mère parlait de famille sans reconnaître les dégâts. Léa publiait plus que jamais des légendes pleines d'assurance, des images polies, mais quelque chose en elle semblait plus mince désormais, plus bruyant, comme un réconfort destiné à elle-même. Je n'ai pas répondu, non par dépit, mais par clarté. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour valider ce que je savais déjà, j'avais construit de la valeur silencieusement pendant des années, j'avais survécu au fait d'être négligé, minimisé et sous-estimé. Et maintenant j'étais enfin dans un endroit où rien de tout cela ne me définissait, je ne repartais pas de zéro, je partais libre, j'avais l'habitude de croire qu'être nécessaire était la même chose qu'être valorisé, que si je travaillais plus dur, restais plus longtemps, sacrifiais davantage. Quelqu'un finirait par me regarder et dire, tu as ta place ici, j'ai construit tout mon sentiment de valeur personnelle autour de cette idée, même quand cela continuait à me coûter mon sommeil, ma paix et ma dignité, partir m'a forcé à voir la vérité,
Je ne partais pas parce que j'étais faible. Je partais parce que je comprenais enfin ma valeur, ma famille ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, ils se sont adaptés lentement, douloureusement, d'une manière que je ne me sentais plus responsable de gérer. Certains jours, la culpabilité essayait encore de revenir. Mais elle ne durait pas, je me rappelais que me protéger n'était pas une trahison, c'était de la survie, et la survie, je l'ai appris, peut être silencieuse, pas de cris, pas de vengeance, juste la décision ferme d'arrêter de se donner à des gens qui confondent l'accès avec un dû. Aujourd'hui, mon travail est respecté, mon temps est protégé et mon avenir ne dépend plus du fait que quelqu'un d'autre décide ou non de me choisir. Si cette histoire vous semble familière, si on vous a déjà dit que vous étiez utile mais pas digne, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de permission pour quitter un endroit qui continue de vous blesser, vous ne devez aucune loyauté à un système construit sur votre silence. Parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de rester. C'est de